What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui les catch addicts, on se retrouve pour la review du SmackDown du 27 août 2021, le SmackDown post-SummerSlam. Et je vous cache pas que nous avons eu notre lot de surprises à SummerSlam, donc on s'attendait à suite à cet épisode de SmackDown. Et pour être honnête, je n'ai pas été déçu. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence avec notre toute nouvelle championne de SmackDown, la revenante de SummerSlam, j'ai nommé The Man, Becky Lynch. Et là, Becky Lynch donc prend le micro, a son petite attitude de face en disant voilà que c'est génial d'être de retour, les fans lui ont manqué. Elle a quitté la WWE l'année dernière en rendant son titre de Raw vacant. Mais cela l'a motivé à une seule chose, c'est de revenir au top, de s'entraîner pour pouvoir revenir au top de sa forme, revenir pour les fans et surtout revenir pour elle. Et la preuve, elle est la championne de SmackDown. Et après ça, Becky Lynch va nous rappeler les faits qui s'est passé à SummerSlam en disant que voilà, elle a tapé Carmella pour obtenir l'opportunité de Sasha Banks et qu'elle a battu Bianca Belair en quelques secondes. Et elle va dire très clairement que par rapport à son geste qu'elle a fait à SummerSlam contre Bianca Belair, je vous rappelle que Becky Lynch a serré la main de Bianca Belair et au moment du serrage de main, elle a attaqué Bianca Belair. Donc elle demande aux fans, est-ce que elle est désolée? Absolument pas. Et en parlant de l'ancienne championne de SmackDown, et Bianca Belair est présente. Et Bianca Belair donc confronte Becky Lynch en disant très clairement comme une babyface, voilà, je ne t'en veux pas par rapport à ce que tu m'as fait à SummerSlam. Et donc Bianca Belair est assez énervée car elle va dire à Becky Lynch très clairement, voilà, j'ai travaillé dur pour être au top niveau, pour être une top championne du côté de SmackDown. Et là tu débarques et tu me bats en 26 secondes, j'apprécie pas trop meuf. Donc Bianca Belair est assez revanchard et elle veut affronter Becky Lynch ce soir. Mais il y a d'autres catcheuses qui ne sont pas très d'accord par rapport à ce challenge de Bianca Belair. Parce que en effet, nous avons dans un premier temps Zelina Vega qui arrive. Elle va dire très clairement, écoute Bianca, t'as eu ton opportunité, t'as perdu ton match à SummerSlam, maintenant tu redescends en file d'attente et laisse la place aux autres, donc c'est à moi d'affronter Becky Lynch. Depuis quand Zelina perdre des matchs te donne une opportunité au titre de SmackDown? Et après ça, nous avons la plus belle femme de la WWE, Carmella, qui vient elle aussi se plaindre. Et Carmella va quand même nous rappeler que c'était elle qui devait remplacer Sasha Banks pour affronter Bianca Belair à SummerSlam. Elle va dire aussi que on lui a informé une heure avant qu'elle est la remplaçante de Sasha Banks, qu'elle a une nouvelle opportunité au titre de Bianca Belair et que si Becky Lynch n'était pas intervenue pour lui voler son opportunité, à l'heure actuelle, elle serait championne de SmackDown. Donc c'est à elle d'obtenir un match de championnat. Et là nous avons un retour où le public était assez fun. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que dans l'équipe des commentateurs, il y avait Kevin Owens. Et durant son entrée, durant toute la promo de cette catcheuse, et Kevin Owens va interroger le public et surtout les commentateurs. Donc, pourquoi Kevin Owens était présent? C'est parce que malheureusement, Pat McAfee, qui fait partie de l'équipe des commentateurs de SmackDown, a été testé positif au Covid-19. Donc je souhaite un bon rétablissement à Pat McAfee. Mais en parlant de cette catcheuse, il s'agit de Liv Morgan. Et là, Liv Morgan, superbe promo, où elle va tout simplement tacler Carmella et Zelina Vega en disant très clairement, mais depuis quand il faut perdre des matchs pour obtenir des opportunités, sachant que vous en avez eu pas mal ces derniers temps, vous les avez tous perdus, donc pourquoi aller réclamer un match de championnat? Et là bien sûr, Liv Morgan rappelle le fait que ça fait 2 mois qu'elle était absente, donc elle peut se positionner en tant que prochain défi de Becky Lynch. Et après ça, bien sûr, Bianca Belair pète un câble, il dit très clairement que c'est entre elle et The Man. Mais après ça, Becky Lynch, en attitude de I apparemment, est en train de dire ok, mais pas ce soir, j'ai un petit peu la flemme.
Et là, après, bah, ça part en bagarre générale entre les 4 catcheuses qui sont présentes dans le ring. Et on sait pas, voilà, pub aux États-Unis. Et on nous annonce que les officiels Adam Pearce et Sonya Deville ont annoncé un Fatal 4-Way match à élimination. Et la gagnante de ce match obtient une opportunité au titre de SmackDown de Becky Lynch. Et donc, on passe au premier match de la soirée. Bianca Belair contre Liv Morgan contre Zelina Vega contre Carmella, donc un Fatal 4-Way à élimination, et la gagnante affrontera Becky Lynch. Bah on va passer au match, bah il est pas trop mal, mais on voit très clairement que tout est centré autour de Bianca Belair, car on voit qu'à un moment donné, nous avons Zelina Vega et Carmella qui sont en train de travailler ensemble dans le but déjà d'affaiblir Bianca Belair et surtout pour pouvoir l'éliminer. Car je vous rappelle que si Bianca Belair est éliminée, c'est la favorite qui est éliminée et donc ça donne une opportunité en or pour les 3 autres catcheuses. Mais malheureusement pour elle, Bianca Belair est beaucoup trop forte, donc cette dernière parvient à éliminer rapidement Zelina Vega et Carmella se fait à son tour éliminer. Donc on part sur une finale assez logique entre Bianca Belair et Liv Morgan. Et franchement, bah cette finale j'ai assez bien aimé. Où vraiment on peut se dire que Liv Morgan avait la possibilité de remporter le match, mais Bianca Belair est toujours aussi forte. Donc le match se termine par une victoire de Bianca Belair qui obtient une nouvelle opportunité au titre de SmackDown. Donc après il y a la question qu'on peut se poser, quand est-ce que Bianca Belair aura son opportunité? Car on nous a pas informé quand est-ce que Bianca Belair aura son match de championnat contre Becky Lynch. Est-ce que ce sera lors des prochains épisodes de SmackDown ou bien lors du prochain pay-per-view de la WWE qui est Extreme Rules? Faudra attendre. Et donc on passe au prochain match de la soirée, Chad Gable contre Cesaro. Et franchement le match, bah j'ai pas trop aimé en fait. Parce que ok, nous avons Chad Gable et Cesaro qui sont dans le ring, donc on peut s'attendre à un énorme match. Mais le problème, le match est de courte durée. Car en effet, à un moment donné dans le match, eh ben, nous avons Otis qui vient intervenir dans le match. Et Otis et Chad Gable sont en train de massacrer Cesaro. Donc on voit très clairement que la WWE cherche à construire un Otis très fort au détriment malheureusement de Cesaro qui pour moi mérite d'avoir sa place dans le main event du showbeu. Mais apparemment la WWE ne voit pas ça du même œil que nous. Et maintenant on passe à la section Happy. Parce qu'en effet on a vu lors de ces derniers jours que notre cher Baron Corbin qui était ruiné est devenu très riche. Car en effet, je tiens quand même à vous rappeler qu'à Las Vegas, il y a quand même énormément de casinos, dont Baron Corbin a tenté, voilà, de récupérer son argent, et apparemment, il aurait réussi. Et donc, nous avons un tout nouveau Baron Corbin assez content, qui a des nouvelles chaussures, une nouvelle chemise, une tenue, voilà, digne d'un rich man. Et donc Baron Corbin va nous dire très clairement que voilà, il était arrivé avec 35 $ à Las Vegas et que maintenant, bah, il a récupéré tout son argent, il s'est racheté une belle voiture, il a récupéré sa maison, sa femme est revenue vers lui, donc tout bien pour Baron Corbin. Et là, après ça, Baron Corbin va convoquer Big E. Et là, nous avons Baron Corbin qui va annoncer la couleur. Il veut acheter la mallette Money in the Bank de Big E. Parce qu'en effet, Baron Corbin estime que c'est un gâchis d'avoir Big E en tant que Mr. Money in the Bank, car pour lui, Big E va louper son cash-in. Donc la meilleure solution pour Baron Corbin, c'est d'acheter la mallette Money in the Bank à Big E pour que ce dernier puisse rendre la mallette plus utile que si Big E était Mr. Money in the Bank. Donc Baron Corbin va proposer différents prix à Big E allant de 20 000, 50 000, allant même jusqu'à 100 000 $ pour acheter la mallette. Mais Big E n'est pas d'accord, il veut garder sa mallette Money in the Bank. Donc est-ce que la WWE serait en train de nous teaser un match futur entre Baron Corbin et Big E, d'où la mallette? Donc est-ce que la WWE sera en train de nous teaser une rivalité entre Big E et Baron Corbin avec la mallette au centre de cette dernière? Franchement, je n'espère pas. Parce que ok, je suis d'accord que WWE cherche à pusher un petit peu Baron Corbin, mais j'ai pas envie que ce soit Big E qui paye les pots cassés et qui perde, admettons, sa mallette Money in the Bank. Alors que voilà, je rappelle quand même que Big E est Mr. Money in the Bank, donc il doit être quand même une menace permanente pour le champion universel à l'heure actuelle.
Mais le truc c'est que comme il est en train de feuder avec Baron Corbin, bah ça fait de Biggie malheureusement un très mauvais Mr. Money in the Bank. Et malheureusement j'ai bien peur que Biggie risque de rentrer dans mon top 5 des pires Mr. Money in the Bank de l'histoire. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets en fiche mon top 5 des pires Mr. Money in the Bank de l'histoire pour voir si on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant on passe à un match tag team, Shinsuke Nakamura, notre champion intercontinental, et Rick Boogs contre Dolph Ziggler et Robert Wood. Et bah niveau match j'ai assez bien aimé et franchement bah c'est un peu comme on a ces dernières semaines entre Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, c'est-à-dire que c'est Rick Boogs qui va donner le rythme du match. Et franchement, bah j'aime bien ce que fait Rick Boogs dans le ring, il se débrouille très bien, c'est un bon catcheur. Et nous avons donc Shinsuke Nakamura et Rick Boogs qui remportent le match. Donc est-ce que la WWE sera en train de nous teaser la création d'une future équipe qui sont Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, ou la WWE serait en train de nous teaser une future rivalité entre Rick Boogs et Shinsuke Nakamura? Car on pourrait avoir un Shinsuke Nakamura qui pète un câble parce que c'est Rick Boogs qui est au centre de l'attention de tout le monde, alors que Shinsuke Nakamura est le champion intercontinental. On pourra attendre la suite des événements. Et maintenant on passe à l'avant. Et maintenant on passe au dernier combat de la soirée. Nous avons Dominic Mysterio qui affronte le revenant Sami Zayn. Et bien sûr je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a des tensions entre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Et donc Rey Mysterio a tout simplement dit à son fils, voilà, tu peux prendre ton envol, je ne dis plus rien, tu prends tes décisions par toi-même. Et au niveau du match, j'ai surkiffé, ça fait beaucoup du bien de revoir Sami Zayn dans le ring, et de voir affronter Dominic Mysterio est tout aussi mieux. Mais bien sûr, Rey Mysterio ne tient pas parole, et il vient aux abords du ring pour donner des conseils à Dominic Mysterio. Mais le match se termine malheureusement par une défaite de ce dernier qui s'est pris un gros elbow kick de la part de Sami Zayn. Et après ça, bien sûr, nous avons Dominic Mysterio qui a repoussé l'aide de son père. Donc, est-ce que la WWE sera en train de nous teaser une potentielle rivalité entre le père et le fils Mysterio? Franchement, je pense que ça prend cette direction-là. Parce que c'est vrai qu'on voit que depuis plusieurs semaines, nous avons Dominic Mysterio qui est en pleine crise, voilà, comme j'ai dit, d'adolescence un peu tardive quand même. Et d'un autre côté, nous avons Rey Mysterio qui joue son petit rôle de père, qui joue son rôle quand même d'ancien quand même à WWE, qui veut donner des conseils à son fils pour que ce dernier puisse évoluer. Sauf que Dominic Mysterio ne veut pas entendre des conseils de son père. Donc est-ce que la WWE sera en train de nous teaser un hit-turn potentiel soit de Dominic Mysterio ou de Rey Mysterio pour créer ainsi cette rivalité entre les deux membres de la famille? Franchement, je serais partant. Et maintenant, on passe à la séquence Main Event de la soirée, la célébration de The Bloodline. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Roman Reigns et les Usos ont conservé respectivement le titre universel et le titre par équipe de SmackDown lors de SummerSlam. Mais je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo, il y a des petites tensions autour de The Bloodline. Donc pas autour de Roman Reigns et des Usos, mais surtout autour de Paul Heyman. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Paul Heyman est avant tout l'avocat de Brock Lesnar. Donc les Usos ont des soupçons par rapport à Paul Heyman. Donc déjà dans un premier temps, ils ont des soupçons sur le fait que ce serait Paul Heyman qui aurait fait venir Brock Lesnar à SummerSlam. Et le deuxième soupçon, ce serait que c'est Paul Heyman qui aurait enfermé. Le deuxième soupçon, ce serait que ce soit Paul Heyman qui ont interdit les Usos de venir aux abords du ring lors du main event de SummerSlam. Mais d'un autre côté, nous avons Paul Heyman qui aura dit que c'est Roman Reigns qui lui a donné l'ordre de dire aux Usos de ne pas venir aux abords du ring pour le match de John Cena, il devait régler ça tout seul. Et d'un autre côté, nous avons Roman Reigns qui croit à Paul Heyman, il croit en son allégeance envers le chef tribal. Et donc de ce fait, nous avons Paul Heyman qui annonce bien sûr le champion universel Roman Reigns et aussi les champions tag team de SmackDown, les Usos. Mais après ça, ces derniers se font interrompre, pas par Brock Lesnar, mais par Finn Balor. Nous avons Finn Balor
qui confronte le champion universel et ce dernier annonce la couleur. Comme ce dernier s'est fait voler à SummerSlam, il veut un match de championnat contre Roman Reigns. Mais Finn Balor a appris de ses erreurs. Car il sait que d'un autre côté, nous avons Edge, nous avons Seth Rollins, nous avons Brock Lesnar qui veulent un match de championnat contre Roman Reigns. Donc Finn Balor dit clairement, je ne veux pas un match de championnat pour le titre universel à Extreme Rules, je le veux la semaine prochaine à SmackDown. Donc Finn Balor a retenu de ses erreurs et il veut un match de championnat le plus rapidement possible. Et après ça, nous avons une grosse bagarre entre Finn Balor et The Bloodline. Et bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que The Bloodline sont 3 et que Finn Balor est tout seul. Donc ça va à l'avantage du champion universel et des champions par équipe de SmackDown. Mais Finn Balor va avoir un soutien. Car en effet, nous avons les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins qui viennent confronter les Usos. Et donc grâce à cette intervention des Street Profits, Finn Balor parvient à prendre l'avantage. Mais pendant ce temps-là, nous avons le champion universel Roman Reigns qui parvient à prendre la fuite et y laisser ses Usos en pâture. Et bien sûr, le show se termine avec Finn Balor qui porte un énorme coup de grâce envers l'un des Usos. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite des événements. Car en effet, on nous a annoncé effectivement que Roman Reigns défendra son titre universel contre Finn Balor. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que Brock Lesnar va venir? Parce que je vous rappelle que dans cet épisode de SmackDown, Brock Lesnar n'était pas présent. Donc est-ce que Brock Lesnar va venir pour confronter Roman Reigns après son match contre Finn Balor? Et donc, bilan de cet épisode de SmackDown, et bah franchement, il est très bon. Franchement, je m'attendais à beaucoup pour ce SmackDown post-SummerSlam. Et franchement, j'ai eu ce que je voulais. Donc après, c'est vrai que mon petit point noir, c'est qu'on n'a pas eu le retour de Brock Lesnar. Mais d'un côté, on voit que Brock Lesnar a quand même lâché son venin autour de The Bloodline. Parce qu'en effet, on voit que Paul Heyman est vraiment au centre de l'attention. Parce que c'est sûr que Brock Lesnar et Paul Heyman ont beaucoup travaillé ensemble ces dernières années. Donc on sait que Paul Heyman était l'avocat de Brock Lesnar. Donc est-ce que tout ça, ce serait pas une magouille de la part de Paul Heyman pour que Brock Lesnar puisse à nouveau conquérir le titre de champion universel? C'est la pensée des Usos. Et d'un autre côté, bah nous avons Roman Reigns qui croit à fond Paul Heyman envers son allégeance. Et franchement, c'est assez sympa. Après, le gros point noir qu'on a eu aussi, c'est par rapport à l'utilisation malheureusement de Finn Balor. Parce que en effet, Finn Balor, ça fait du bien de le voir dans le main event. Mais là, j'ai encore peur qu'il soit le boost-trou de service, très clairement. Parce que pour moi, Finn Balor ne va pas remporter le titre universel la semaine prochaine face à Roman Reigns et que nous allons avoir Brock Lesnar qui va débarquer pour confronter Roman Reigns et pourquoi pas l'attaquer. Ça, c'est une forte possibilité. Et du côté féminin, bah ça a fait du bien, voilà, de voir Becky Lynch revenir du côté de SmackDown. C'est vrai qu'avec la blessure de Bayley, Sasha Banks qui est absente et qu'on ne sait toujours pas pourquoi, et bah ça rajoute quand même du star power. Après, je suis d'accord que ça a mal été mis du fait que Carmella et Zelina Vega veulent un match de championnat. On a certes le retour de Liv Morgan, mais on a toujours Toni Storm qui est absente. Et franchement, ça aurait été sympa de la part de la WWE de faire venir Toni Storm là pour demander une opportunité face à Becky Lynch. Et après ça, bah, tout reste est aussi sympa. Et aussi, surtout, les événements backstage. Parce que certes, je vous ai parlé des segments backstage qu'il y a autour des Usos, Roman Reigns et Paul Heyman. Mais il y a aussi ce qui s'est passé avec Seth Rollins. Car en effet, nous avons eu Seth Rollins qui a félicité Edge à sa victoire contre lui à SummerSlam. Et Seth Rollins a annoncé à couleur que s'il devait aller conquérir le titre de champion universel, est-ce que ce dernier ne devrait pas prendre un petit peu de ce qu'il a pris face à Edge et ressembler petit à petit à Edge. Donc est-ce que Seth Rollins serait en train de teaser voilà une prochaine rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins après que Roman Reigns en ait fini avec Brock Lesnar? C'est une forte possibilité car pour moi Roman Reigns contre Seth Rollins fait partie de mes dream matchs pour ce titre universel. Mais après, est-ce que la rivalité entre Edge et Seth Rollins est officiellement terminée?
car je tiens à vous rappeler qu'il y a des rumeurs autour de Edge, et cette rumeur ce serait que ce dernier soit transféré du côté de SmackDown. Donc reste à voir si la rivalité entre Edge et Seth Rollins va continuer, ou bien que la WWE va stopper net cette rivalité pour transférer Edge du côté de Raw. Et aussi, je vous ai pas parlé aussi dans la division féminine, nous avons eu le transfert de Naomi. Et Naomi, donc, qui était contente d'arriver à SmackDown, mais apparemment Sonya Deville n'était pas au courant et que ce serait Adam Pearce qui a fait ça derrière son dos. Donc, très clairement, c'est pas un transfert qui m'a fait chavirer, très clairement, parce que, voilà, on a un retour de Becky Lynch qui est largement plus important que le retour de Naomi du côté du show bleu. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.